D'accord. Merci d'abord de votre invitation. Nous ne sommes pas aussi savants que beaucoup de celles et ceux qui sont là ce soir. On se prononce sur ces sujets-là du point de vue qui est le nôtre, celui de parlementaires qui, de surcroît, sommes des parlementaires d'opposition depuis une législature déjà, et la situation n'a pas beaucoup changé depuis. Simplement, pour vous dire, je parle aussi comme député d'une circonscription qui est rurale, où la crise de la santé, c'est la crise de l'accès aux soins, des égalités sociales en santé. Et il y a dans les Landes, évidemment, des grandes différences qui se traduisent en différences d'espérance de vie. Vous savez sans doute que dans les années 90, il y avait entre un hyper-urbain et un hyper-rural 3 mois de différence d'espérance de vie. Aujourd'hui, c'est 2 ans et 3 mois. Il faut, dans la meilleure des hypothèses, 3 heures pour trouver un ophtalmo à Paris. Dans la meilleure des hypothèses, dans les Landes, il faut 3 mois. Il y a, si je dois extrapoler la situation d'autres départements, il n'y a plus qu'un gynécologue en libéral dans les Hautes-Alpes. Il y a 20 fois plus de psychiatres à Nice qu'à Orléans. Alors vous me direz, il y a peut-être une raison. Mais c'était pour la boutade. C'était pour la boutade. Mais voilà, c'était simplement pour vous dire cela. Pierre Dharréville, avec lequel j'ai été à la Commission des Affaires sociales pendant 5 ans, a dit beaucoup des choses que je voulais dire. Dire que si nous avons la nécessité de parler ensemble dans la diversité de nos sensibilités politiques, c'est que pour un certain nombre d'entre nous, nous sommes, d'un point de vue politique, dans l'histoire longue, responsables les uns et les autres par les décisions que nous avons prises ou que nous n'avons pas prises, par nos renoncements, parfois par nos petites lâchetés, responsables de la situation dans laquelle est l'hôpital. Il faut en être très conscient. Si je le dis, c'est qu'au terme des 18 mois de grève à l'hôpital qui avaient précédé la crise de la Covid, eh bien, nous avons aussi regardé avec lucidité ce qui s'était passé. Parmi les choses qui s'étaient passées, de façon très arithmétique, le nombre d'actes délivrés à l'hôpital avait augmenté beaucoup plus vite que le nombre des soignants. Il n'y a pas besoin d'être très bon en maths pour saisir assez vite que c'était les soignants qui, par la charge de travail qui leur revenait, avaient absorbé l'essentiel du choc et que nous avions atteint manifestement un point de rupture dans les efforts d'économie, de rationalisation qu'il était possible de demander à l'hôpital. Et il y avait la nécessité, de ce point de vue-là, de se poser la question des moyens, ce que disait tout à l'heure Pierre Dharréville, et d'interroger l'ONDAM. C'était dit avec beaucoup de pudeur. En réalité, nous ne savons absolument pas ce que nous votons quand nous votons l'ONDAM. Nous n'avons aucune idée de ce que ça signifie en niveau de recherche hospitalière, en nombre de médecins, en charge de travail, en offre de soins. On n'en sait rien. Et donc, la nécessité de réformer cet outil pour être guidé par d'autres considérations qui sont les besoins en santé, et j'approuve pleinement l'approche qui est celle du document que vous avez produit, me paraît extrêmement nécessaire. Mais aujourd'hui, nous n'avons que ce document-là, et la question des moyens est donc évidemment posée. Dans le débat qui nous occupe en ce moment, dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, bientôt au Sénat, il y a la trajectoire des finances publiques. Et il y a l'ONDAM. Et le gouvernement nous dit il y a l'ONDAM le plus généreux depuis René Coty. La réalité objective, c'est qu'il y a la différence entre l'ONDAM nominal, celui qui est apparent, et puis l'ONDAM réel, c'est-à-dire défalqué de l'inflation. Et quand vous défalquez de l'inflation, l'ONDAM, en 2022, vous avez un ONDAM à 0%, et en 2023, vous aurez un ONDAM à moins 0,6%. Ce qui veut dire que les efforts que nous allons demander à l'hôpital vont être à nouveau considérables. La question des moyens, elle est posée, mais évidemment, elle n'est pas dissociable d'une réflexion plus globale sur une réforme qui est une réforme systémique. Je ne veux pas avoir un discours désenchanté, mais quand je vois l'état de nos troupes, la perte de sens, les pertes de vocation d'un certain nombre de soignants, dans des métiers qui sont des métiers, j'allais dire, d'engagement, de passion, porteurs de sens, il y a quoi d'être particulièrement inquiet. Et je crois que si nous arrivons à nous entendre, la diversité de ce que nous sommes, avec les partenaires sociaux, je ne sais pas s'il y en a ici, avec l'administration qui a été brocardée, mais enfin qui fait avec les moyens qu'on vote et qu'elle met en œuvre, je crois qu'on en a pour 10 ans à redresser l'hôpital public en France, peut-être plus. Je ne sais pas si cette moue signifiait que j'étais optimiste ou pessimiste,
Mais je crois qu'on a devant nous un chantier considérable et que dans le laps de temps, il va y avoir des dégâts sanitaires importants. Et donc il est nécessaire de se retrousser les manches. Il se trouve que nous sommes dans une configuration politique un peu particulière, c'est que nous avons un parlementarisme de fait qui s'est installé au lendemain des élections législatives. Quand je dis cela, c'est que, vous l'aurez noté, il n'y a pas de majorité absolue. Et que d'une certaine manière est offerte au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, une opportunité inédite et une nécessité sans doute, qui est celle de travailler ensemble. Et je dois vous dire que nous ne savons pas comment faire. Que nous regardons toutes et tous aujourd'hui ce parlementarisme de fait un peu comme des poules devant un clou. Et quand nous sommes sommés de trouver des compromis, nous n'avons pas la méthode encore pour les conduire. C'est la raison pour laquelle le travail qui a été fait dans la diversité des intervenants, des cultures que Frédéric a rassemblées autour de l'Institut de la Santé, autour de ce rapport, je crois qu'il y a un message d'optimisme. On aura des désaccords. On m'a soufflé, on m'a dit il faut qu'on parle de décloisonnement ville-hôpital, de décloisonnement social, médico-social, de qualité de vie au travail. Tout cela est juste et vrai. Il y a, dans le laps de temps de ces 10 ans, un certain nombre de questions qui se poseront à nous, sur lesquelles nous travaillons, nous, législateurs, et qui seront moins populaires. Je pense à la régulation de l'installation des médecins. Il y avait un pharmacien qui disait « Nous n'avons pas de problème de désert pharmaceutique ». Je suis témoin du fait qu'il y a des déserts médicaux. Et qu'un certain nombre de médecins de campagne ne me tiennent pas aujourd'hui les propos qu'ils tenaient il y a quelques années. Quand ils me disent « Je fais 7000 actes par an et je pars à la retraite, je vais devoir trouver 2 successeurs », ils sont de plus en plus favorables à la régulation de l'installation des médecins. Il faut revoir les modalités, en débattre avec vous, mais je mets ce pavé dans la mare parce que j'en discute, moi, localement, avec l'ordre des médecins. Il y a la question de la permanence des soins, qui n'est évidemment pas déliée de la question de la démographie médicale et des déserts médicaux. Je mets là aussi un pavé dans la mare parce que je me souviens au début de ma carrière de sous-préfet, aller faire porter par des gendarmes les arrêtés de réquisition. C'était pas très populaire. Mais enfin, la base du volontariat a conduit quand même un certain nombre de territoires à soit abandonner en nuit profonde totalement la permanence des soins, entre 8h et minuit, à laisser souvent sur le dos de quelques-uns une charge considérable. Donc on a un travail devant nous qui est un travail ambitieux. L'approche par les territoires me va très bien. L'approche des besoins en santé également. La gouvernance, la réforme de la gouvernance des hôpitaux me paraît tout à fait fondée. J'ai plus de réserves sur la question des agences. Je dois vous dire que quand je vois la dévitalisation du ministère de la Santé au bénéfice d'un certain nombre d'agences et que je vois ce qu'est la Direction générale de la santé en termes de moyens humains, je suis plutôt inquiet et plutôt désireux en réalité de remettre dans ces ministères. Et quant à la décentralisation, j'ai bien vu les précautions, elles sont plutôt sur la partie santé publique, sur la partie prévention. Je ne suis pas favorable pour ce qui me concerne à une décentralisation de la santé qui serait une décentralisation à l'espagnol. Donc nous avons du grain à moudre, nous avons des désaccords, mais je crois que nous pouvons les uns et les autres d'abord partager un diagnostic, partager une inquiétude, partager une reconnaissance pour les soignantes et les soignants que nous avons vu à l'œuvre dans cette crise de la Covid. Nous les avons applaudis à 20h, mais j'ai la crainte que l'écho de ces applaudissements se perde assez vite. Voilà. En tout cas, disponible, mais Frédéric le sait, pour travailler sur tous ces sujets. Merci infiniment, Boris Vallaud.